Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mag, un mag de rentrée qui me permet de vous souhaiter une bonne et heureuse année, de belles parties, de beaux adversaires qui vont vous permettre de progresser dans ce sport de combat qu'est le jeu de dames. Et aujourd'hui, pour ce mag, je vais avoir l'honneur de recevoir un invité qui est de l'autre côté de la barrière, bien qu'il est joueur aussi, hein, mais il est surtout connu pour ses talents d'arbitre international. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir un arbitre international, Johan de Mazur. Salut Johan. Salut Philippe. Bon, tu vas bien Johan de ta Belgique tout va. Oui, ça va bien. Pour l'instant, ça va très bien. D'accord. J'ai Euh, fêté un peu et après la fête, il faut faire attention au poids, évidemment. Donc, j'ai d'accord. Tu, fait. tu- tu as travaillé pour le jeu de dames récemment. Ton dernier tournoi que tu as arbitré, c'était quel tournoi? Ah, c'était Waterloo, les Masters de Waterloo et le jour avant, les Tri-Nations et le simultané à la pendule de Arnaud Cordier. D'accord. Donc on salue tous les joueurs de Waterloo qui ont contribué à ce formidable événement, hein. Un très bel événement. Et donc tu étais l'arbitre, l'arbitre principal. Il y avait d'autres arbitres qui te secondaient? Pour les Masters, j'avais une dame qui m'a assisté et un peu arbitre technique, disons, mais comme arbitre, j'étais le seul. D'accord. Donc écoute, Johan, moi je suis très heureux parce que tu sais que le MAG, eh bien, il accueille des joueurs, mais il accueille pas que des joueurs, pas que des maîtres ou des jeunes joueurs qui font vivre le jeu de dames. Le MAG, eh bien, c'est aussi les organisateurs de tournois. Et puis c'est aussi, dans ton cas, eh bien, un rouage essentiel du jeu de dames parce qu'il faut des passionnés comme toi qui s'occupent de l'arbitrage et l'arbitrage qui est souvent un petit peu le parent pauvre de la formation pour les joueurs. Les joueurs souvent ne connaissent pas les règles. Et bien toi, tu vas nous montrer tout au long de ce mag que un arbitre, pour qu'un tournoi se passe bien, il faut qu'il sache se faire respecter et donc il faut qu'il soit compétent. Voilà, j'espère que je peux répondre sur vos questions, hein. Ouais, je pense que tu Pourquoi vas pas? nous faire partager ton expérience de tous tes voyages qui t'ont formé en tant qu'arbitre reconnu au niveau international et que les joueurs du monde entier ont appris progressivement à apprécier. Alors, avant d'en venir, Johan, à ce qui va nous préoccuper le plus dans ce match, c'est-à-dire l'arbitrage et certaines des règles et des anecdotes que tu vas nous raconter, l'actu du moment, c'est évidemment le match mondial entre Roel Boomstra, le très jeune joueur étudiant en physique des Pays-Bas, qui est opposé au champion du monde Alexander Schwartzmann. Pour l'instant, Roel Boomstra devance son adversaire par le gain dans le premier set de la sixième partie. Alors il faut rappeler qu'il faut trois parties pour gagner et que si à l'issue des parties à cadence lente, il n'y a pas eu trois victoires, hein, c'est ce qui a été convenu entre les deux fédérations néerlandaises et russes, entre les deux jeunes, entre les deux joueurs de ce match, on passera à des parties rapides, puis des parties ultra rapides qui finiront de sceller le sort de l'un d'entre eux qui sera champion du monde. Donc pour l'instant, avantage Roel Boomstra, mais si ça devait se prolonger dans les Ultra Blitz, Schwartzmann a une grande expérience, donc rien n'est joué encore. Alors, il y avait bien sûr le championnat d'Europe 2018 qui s'est tenu à Moscou avec la surprenante victoire de Michael Semyaniuk, le très jeune champion du monde junior qui en fait devance là tous les grands maîtres internationaux, donc un jeune talent très prometteur. Donc vraiment une performance extraordinaire. Georgiev qui revient après avoir perdu une partie et qui finit très fort dans ce tournoi. À noter que c'est un système suisse, hein, c'est toujours un peu embêtant, comme le disait Arnaud Cordier, de faire un championnat d'Europe sur le système suisse, hein, on préférerait un système toute ronde. Et nos représentants, Kevin Machelin qui finit à une 21e place et Oscar Lognon finit à la 43e place, je suppose une place bien sûr décevante pour eux.
Autre événement de moindre importance, hein, mais il y a eu un petit tournoi qui montre que Tomim Bongo, avant le grand événement de Chine qui aurait lieu à Huyan, eh bien Tomim Bongo est très en forme puisqu'il a remporté devant une grosse délégation africaine, Jofang Ba et Alinia Messinga, mais il a remporté le Blitz de Rugovard, un tournoi de nuit. Donc, qui s'est joué toute la nuit jusqu'à 8h du matin, et à noter l'excellente performance d'Anastase Leclerc, qui arrive à se hisser à la 6e place devant des maîtres internationaux et fédéraux des Pays-Bas, donc ce qui montre que Anastase est un grand espoir du jeu de dames français. On a hâte de voir ses parties en série nationale cette année. Et les joueurs internationaux te connaissent en particulier. Il y a les joueurs qui ont l'habitude d'aller à Salou en Espagne, qui est un grand tournoi européen, un tournoi de l'été. Donc tu as fait 11 fois l'arbitrage du tournoi de Salou. Oui. Donc ça veut dire que les gens de Salou te font confiance. Tu es l'arbitre principal de Salou ? Oui, mais pas cette année. En 2019, j'ai donné le drapeau, comme on dit, à 2 de mes élèves qui m'ont assisté pendant des années, une polonaise italienne et une hollandaise, 2 femmes qui vont être arbitres principales cette année ensemble. L'année passée, j'étais là avec un Chinois et une hollandaise. Donc, il y a 3-4 ans, il y avait aussi une chinoise qui m'a assisté, donc de temps en temps, j'arrive à amener des arbitres assistants pour les former, pour les donner l'occasion d'apprendre le travail de l'arbitre. Et donc tu fais les championnats de Belgique. Oui. Est-ce que tu as fait des phases finales de... Oui, tu as fait des phases finales de championnat du monde. Les dernières que tu as fait, c'était lesquelles ? J'en ai fait plusieurs. Cadence normale, j'ai fait Emmen en 15. En 2006, j'ai fait la Coupe des Nations en Afrique. J'ai fait 2 fois, je crois, je ne me rappelle pas tout, mais j'ai fait 2 fois le championnat d'Europe. J'ai fait 1 fois le championnat d'Europe de vétérans. J'ai fait 2 ou 3 fois le championnat d'Asie. J'ai fait 1 fois cette année le championnat d'Afrique. Et c'était vraiment cette année, j'étais seul, j'étais pas en famille. Tu me vois aussi avec des arbitres que pendant les cours. Et tu vois mon nom en chinois avec une belle assiette de fruits qu'on m'a offert. Voilà, ce sont tous des arbitres là. C'est parce que tu disais que voilà. Alors moi j'aime beaucoup cette photo là parce que on voit le pro de l'arbitrage là qui se penche sur ses élèves. Elle est très sympa cette photo. Ouais. Ça c'est Liu Pei au milieu, donc c'est aussi mon interprète pendant tout le temps qui traduisait. Parce que le problème de donner des cours là-bas, c'est que la majorité des arbitres ne parlent que le chinois. Et mon chinois n'est pas suffisant pour les entraîner. Mais c'est pas grave, en Chine, ils font tout. Hein. Donc, à un certain moment, ils m'ont demandé mon cours. Ils l'ont traduit en chinois. Donc, pendant que je donne les cours maintenant, tous les étudiants ont le cours en chinois. D'accord. Et bon, je pose des questions et ils répondent parce qu'ils ont tous dans leur cours. Et l'examen a été traduit aussi en chinois pour eux. Donc. Alors c'est impressionnant quand même parce que la Chine c'est une nouvelle fédération. Enfin le jeu est assez récent dans ce pays. Et puis pourtant il y a des moyens qui sont très forts mis pour les tournois, mais pas seulement pour les tournois. Il y a beaucoup d'arbitres qui sont formés. Est-ce qu'en Europe tu as l'impression qu'il y a autant d'arbitres qui sont formés proportionnellement à ce qui se passe en Chine ? J'ai aucune idée parce que je ne sais pas combien ils en ont besoin là-bas. Avec une fédération de 100 000 membres, qui est pour eux, qui est si petit en comparaison avec les autres sports comme les échecs, ils ont encore peut-être besoin de beaucoup plus.
Donc maintenant, j'en ai formé dans les 4 fois que j'ai donné des cours d'arbitrage là-bas. Il y en a qui suivent déjà 2 ou 3 fois, hein, qui reviennent tout le temps parce qu'ils trouvent que c'est tellement intéressant que j'ai dit, ils reviennent, ils connaissent déjà le règlement peut-être du début à la fin et inverse. Mais en tout cas, ils viennent, ils sont là. Peut-être qu'ils doivent venir. J'ai aucune idée parce qu'on ne sait jamais avec la Chine comment ça fonctionne, hein. Je ne sais Moi, pas. je suis abasourdi d'entendre 100 000 licenciés en à peine 10 ans. Même si c'est la Chine, c'est Oui. extraordinaire, 100 000. Oui, mais on compte les enfants à partir de 5 ans, hein, donc c'est rien du tout, hein, 100 000. Et Il y en a combien, il y en a combien en Europe des joueurs de dames? Quand on compte en France avec les enfants à l'école et tout. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore de subsides du gouvernement, hein. Et c'est bizarre, c'est pour ça qu'ils travaillent tellement fort aussi. Ils m'ont expliqué, il faut avoir des grands maîtres pour être pris au sérieux par le gouvernement. Donc, le plus vite qu'ils ont des grands maîtres, le plus vite qu'ils vont obtenir des subsides. alors, ils ont déjà quelques maîtres, parce qu'il y a par exemple Ouais. Pan Yiming. Tu le connais, Pan Yiming? Oui, oui. Ce jeune, il a quel âge maintenant? Il a 17 ans? 14, 15, 15, non, 17 peut-être, je ne sais pas exactement. Mais tu peux voir sur Drots Arbitre Pro, hein. Tu l'as, le programme? Non, je l'ai pas, mais il est déjà maître international, hein. Oh oui, mais c'est à cause du championnat d'Asie, parce que voilà, euh, ce qui m'embête un tout petit peu dans l'Asie et l'Amérique, c'est que les championnats sont pas si forts que l'Europe, et il y a les titres automatiques, hein. Ah oui, Donc quelqu'un qui est champion d'Afrique, et champion d'Europe, c'est un joueur tellement fort qui mérite le titre de grand maître. Mais j'ai été 2 fois déjà, attends, 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus, arbitre pour le championnat d'Asie. oui, j'ai vu quelques Il y a, parties. il y Bon, a la Chine maintenant, mais avant la Chine qu'elle participait, c'était plutôt l'Asie, c'était plutôt, disons, la même chose que la Mongolie, hein. d'accord. Et à côté, il y a des petits pays qui ont 2, 3 joueurs, mais 80% des participants, c'était des Mongols. Mongoliens, c'est ça, hein, Mongoliens. Mongol. Mongol, c'est bon? Oui, Ouais, parce que- Mongol. D'accord. Alors, Johan, on va faire une petite pause concernant l'arbitrage et ton expérience, et on va aller voir les quelques petites combinaisons qui se sont déroulées dans ces derniers jours. Et en particulier, on va commencer par une partie du championnat du monde, enfin du match mondial entre Boomstra et Schwartzmann. C'est une possibilité. Je crois que c'est la 7e partie. Schwartzmann ici. Non, pardon, c'est Boomstra qui joue 17-22. Mais on aurait très bien pu imaginer un 11-16, mais évidemment, Boomstra ne va pas commettre cette erreur parce que ici, sur 11-16, il y a une combinaison. Je vous laisse chercher un petit peu. Et la solution, on fait d'abord ce premier échange, puis la trappe, qui va permettre de faire la combinaison qui va à dame sur la case 2. Voilà, donc ça c'était une possibilité qui n'a pas été jouée au match mondial. Alors, au championnat du monde féminin, une partie qui oppose Gorbacheva à Veselova. Et Veselova commet l'erreur d'attaquer par 12-18. Et Veselova réalise ce que l'on appelle le coup Springer. Alors notez bien ce mécanisme, hein, vous qui êtes éventuellement débutant. 40-34, on laisse prendre. Et c'est là en fait la surprise quand on ne connaît pas ce coup, le coup Springer. Les noirs sont obligés de prendre 2. On dévie.
Et on n'a plus qu'à réaliser la rafle terminale, ici de 5 pions et le gain. Alors un très joli fragment qui oppose Eva Minkina Chalet, l'épouse de Ronald Chalet, les champions de Belgique, les multiples champions de Belgique, et elle est opposée ici à Jacqueline Schroten, et on se demande si les blancs n'amènent pas les noirs dans une combinaison dès ce coup-là. Alors c'est pas forcément très profond à calculer, mais on réalise d'abord une première attaque du pion. Les noirs ne peuvent pas répondre tout de suite 13-19 parce que sinon il y a simplement 25-20 et on gagne la partie. Donc 10-15 paraît tout à fait logique, mais là Eva Minkina frappe par cette petite combinaison, le coup de repos, le temps de repos et la prise qui assure le passage à dame. Alors une combinaison qui rappellera de mauvais souvenirs à Anthony à l'avoine. Ici, les noirs jouent et gagnent. Donc, il faut faire une dame en 47. Et le pion candidat qui va faire la dame en 47, c'est le pion 9. Et pour ça, eh bien, c'est Jitse Slump, le jeune grand maître international hollandais, qui surprend Nikolai Goulaïev par la série de coups 16-21, puis 17-21. Et alors, ce coup très caractéristique, un petit revenez-y qui permet de donner 2 et la dame qui sera gagnante. Combinaison réalisée au championnat d'Europe 2018. Alors Kevin réussira dans ce championnat d'Europe à placer une belle combinaison. Donc son adversaire, après ce coup malin de Kevin, 29-24, tombe dans le piège, 17-22, et Kevin exécute son adversaire Alexei Bolchakov avec cette suite de coups et un passage à dame avec un adversaire qui ne s'en sortira pas. Alors, une combinaison thématique réalisée par l'italien Alessio Scaggiante contre Tikhon Matiashov. Et après 42-38, eh bien les noirs ont la mauvaise idée de placer un pion taquin, car suit la simple petite combinaison avec envoi à dame et la prise en 6 qui assure le gain. Alors retour au championnat d'Europe, Yaroslav Novotny avec une aile gauche pas très en forme se fait surprendre après 24-29. Eh bien il n'y a pas d'autre coup que ce 48-43 et ce coup intéressant avec la prise de 4 et la rafle qui assure le passage à dame et le gain. Alors les femmes n'étaient pas en reste avec ici Galina Bereskova contre Daria Tkachenko, une joueuse que l'on connaît bien en Europe. Eh bien Bereznova avec les blancs commet l'erreur, attaque le pion 22 et Daria frappe par cette très jolie combinaison avec un temps de repos et la prise qui assure le passage. Alors pour finir un forcing réalisé aux interclubs des Pays-Bas, Gabriel Herrema avec les blancs force le gain contre Eric Brunsmann. Alors le premier coup est assez évident, 39-34. Les noirs ne craignent pas le coup direct parce qu'ils peuvent simplement récupérer le pion par 21-27. Une fois qu'on aura fait le 1 pour 2, il suffira de jouer 21-27. Et bien cette conclusion en fait ne fonctionne pas parce que on peut très bien gagner le pion. Par contre, les noirs ne peuvent pas le récupérer. Ils vont tenter de le récupérer, mais ça ne marche pas parce que il y a le 4 pour 5 qui fait une rafle à dame et qui permettra de gagner la partie. Il y a un joueur qui t'a le plus impressionné humainement, positivement J'ai énormément de respect pour Georgiev.
Oui, ça c'est pour moi un vrai professionnel. La différence entre lui et la plupart des grands maîtres, c'est qu'il a toujours envie de se battre. Il va jusqu'au bout, toujours, quand il peut. Quand l'autre, il ne veut pas jouer, il casse la partie, à ce moment-là, il ne sait rien faire, mais si possible, il va jouer. Ça, j'ai énormément de respect pour ce jeune. La plupart des grandes compétitions maintenant, elles se font en système suisse. Oui. Le championnat d'Europe, le dernier qui a eu lieu à Moscou, c'était un système suisse. Oui. Est-ce que toi, tu reproches quelque chose à ce système suisse ou comment tu le considères en tant qu'arbitre international? En tant qu'arbitre, je suis content que c'est le système suisse, mais j'aime pas tellement la décision de la Fédération mondiale que on doit jouer, par exemple pour le World Cup, on doit jouer maintenant avec Solkov tronqué, ou c'est Solkov million tronqué, donc c'est juste le tronqué, c'est ça? Oui, tronqué. Donc le million a disparu. Moi, je préfère toujours, quand on joue en Suisse, pour moi, quand je le fais dans des tournois comme Salou ou Ogeveen ou peu n'importe Uruguay quand j'étais, c'était toujours pareil. Moi, je veux jouer le Suisse sur rating, sur capital point. Parce que c'est le plus honnête. Le Solkov, j'aime pas tellement. En Solkov, il y a quelqu'un qui peut vous faire perdre un championnat s'il ne t'aime pas. Tu as joué contre moi, par exemple, la première ronde et la dernière, tu es en tête et moi, je me laisse perdre pour ce que toi, tu auras 2 points de moins et tu ne gagnes pas et quelqu'un te devance, par exemple, que j'aime mieux. C'est une possibilité. Je ne dis pas que ça existe, mais c'est une possibilité. Deuxièmement, j'ai eu déjà des tournois suisses, ça dure 9 jours, 7 jours, ça dépend de la formule. Mais j'ai déjà eu, par exemple, à Salou, quelqu'un qui devait retourner chez lui parce que son beau-fils avait décédé. Donc, il devait rentrer chez lui de toute urgence. J'ai eu quelqu'un qui devait déjà arrêter la compétition à cause d'une crise cardiaque. J'ai déjà eu quelquefois quelqu'un qui devenait malade, quelqu'un qui à la piscine, même il y a 2 ans à Salou. Donc ce sont des choses, si tu joues un tournoi sur Solkov, qu'à un certain moment, après 5 rondes, cette personne disparaît de la compétition, il ne prend plus de points, et quand toi tu as joué contre cette personne, toi, tu es la victime du fait que cette personne est obligée d'arrêter la compétition. Si on joue sur rating, j'ai joué contre quelqu'un, j'ai son rating et pour le reste, ça ne m'intéresse plus combien de points il obtient. Donc toi tu es favorable en fait à un départage sur la moyenne des ratings rencontrés. Évidemment, quand c'est suisse, pour moi, c'est le rating, c'est le plus honnête. J'ai parlé avec plusieurs grands maîtres sur ce point-là. Ils sont tous d'accord avec ce que je dis, que c'est le plus honnête. Mais bon, pourquoi la Fédération mondiale on fait sur Solkov tronqué en plus, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a décidé que lui, il aime mieux. Mais c'est sans explication. Donc pour l'instant, le Draws Arbiter Pro, il est programmé pour jouer avec les Solkov tronqués. Voilà, c'est ça. Et dans l'évolution du tempo là, accordé aux joueurs, jusque dans les années 2000, tu sais, on jouait 2 heures KO et le 50e coup était toujours fatidique et source de grande erreur. Comment un arbitre il a perçu ce changement? Je suppose que ça a donné bien moins de travail au moment du 50e coup. Ça a été un peu plus tranquille, ça. Pour moi, personnellement, comme arbitre, c'est beaucoup plus intéressant le système de Fischer, avec 1h20.
Parce que si on a 100 joueurs dans une salle et on est 2-3 arbitres pour 100 joueurs, et après 4 heures, disons, hein, donc la contrôle, la notation, compléter la notation, c'était presque impossible de réaliser ça à 2-3 arbitres. Il fallait beaucoup plus d'arbitres et en plus, il y avait pas mal de discussions qui devaient noter et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus intéressant pour l'arbitre. Tiens, une salle à 140, c'est pas de grand problème à 3 arbitres, ça va. Une règle d'arbitrage, là. Donc maintenant, avec le Fischer, on a 1 minute par coup quand on a épuisé par exemple, 1h20. La règle d'arbitrage, quand il reste qu'une minute, on doit noter systématiquement chaque coup. Oui, pourquoi pas. 1 minute, c'est beaucoup, hein. Oui, mais tu sais que les joueurs, ils sont en stress. Et moi, par exemple, au dernier tournoi de Montpellier, la dernière partie que j'ai jouée avec Dasmane Ouedraogo, eh bien, tous les deux, on n'a pas noté la partie. Donc si par exemple, il y a un des joueurs qui note et que l'autre note pas, comment ça se passe au niveau de l'arbitrage? Là, tu interviens comment? Je te force de noter, mais je ne te laisse pas faire tous les demi-heures, je contrôle les feuilles de notation. En principe, si je peux, hein. Si j'ai suffisamment d'arbitres, je les apprends de faire. Si c'est un championnat officiel, comme en Afrique par exemple, tous les demi-heures, il y a la notation des temps sur les pendules, les 2 pendules en plus, et le nombre de coups qu'ils ont appliqués. Pourquoi? Parce que s'il y a une pendule qui s'arrête dans le temps, si c'était une pendule mécanique, on faisait comme ça et puis on recommençait, ou on continuait. Maintenant, si c'est une pendule électronique et tout d'un coup les batteries ont fini, on ne voit plus rien sur la pendule. Donc il faut reconstruire le temps. C'est pour ça qu'on ajoute toujours le temps. Et entre-temps, je donne l'ordre à mes arbitres de vérifier si les deux notent convenablement correct et que c'est égalité de notation. Parce que si quelqu'un ne note plus, on voit de suite qu'il y a quelqu'un qui n'a pas noté. Et je l'oblige de noter avant que c'est trop tard. Comme ça, il n'y a pas de retard de notation. Et c'est vraiment facile. Si tu divises un peu mieux votre temps, tu n'auras plus le problème qu'à un certain moment, tu n'as qu'1 minute. Mais même 1 minute, tu sais, c'est énorme. Pour les grands maîtres, c'est rien du tout, 1 minute. Oui, je comprends ça, mais alors ce qui est très intéressant, puisqu'il y a quelque part un peu amusant, parce que c'est pas toujours respecté, j'ai bien aimé ton expression je donne l'ordre à mes arbitres, et donc, voilà. Aux mes joueurs aussi. L'arbitre doit. Bon, tu as demandé des anecdotes. J'avais un Américain à Salou qui n'était pas habitué au Fischer. Bon, il ne faisait pas exprès, mais à un certain moment, il n'avait que 5 minutes. Il dit, les 5 minutes, je ne suis plus obligé de noter. Je dis, si, c'est le Fischer. Ici, il faut noter tout le temps. Il dit, non, mais j'ai plus de temps. Je dis, si. Quand tu fais 5 coups, tu as 5 minutes de plus, tu auras 10 minutes. Hein? Donc, c'est facile. Si tu joues à une cadence d'un coup par minute, il n'y a aucun problème. Si tu joues 2 coups par minute, tu vas gagner du temps même. Hein? Donc, tu vas noter maintenant. Il avait déjà 2-3 coups qu'il n'avait plus noté. Je dis, bon, tu vas noter. Je dis, non, mais j'ai plus de temps. Je dis, mais tant que tu discutes à moi, ton pendule continue à couler. Donc, si tu discutes encore pendant 3 minutes, tu vas perdre la pendule. Donc là, en fait, tu l'as obligé à arrêter le jeu. Donc, il ne joue plus, il va compléter sa notation. Il était fâché. Après, il est venu s'excuser. Il disait, mais je suis désolé parce que je ne connaissais pas le système. Tu as vraiment raison. Ils m'ont expliqué comment ça se fait. C'est pas grave, mais bon, c'était quelqu'un de bonne volonté qui ne faisait pas. J'ai pas tellement regardé ce qu'il notait, parce que peut-être qu'il n'a pas bien écrit, et peut-être que les coups qu'il a notés, ce n'étaient pas les coups qu'il avait joués. Je ne sais pas, mais bon, il avait noté. Parce qu'il n'a pas gagné du temps, on n'a pas noté. Tu comprends? D'accord, non, mais c'est très important parce que tu sais, alors il y a quelquefois du laisser aller et d'avoir un bon arbitre qui fait appliquer les règles, et bien ça met tout le monde à égalité dans le jeu. Voilà, c'est justement donc, ça ne m'intéresse pas ce qu'il sait. Quand il y a quelqu'un que je vois qui ne note plus, je dis, il faut compléter. Il y a des règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Oui. Le téléphone, le portable sonne, c'est 0.
oui, oui, j'en ai eu un en Afrique, 1-0. Mais on dit avant la compétition commence, tu ne peux pas avoir en poche. Comment ça peut sonner? Ah, on peut pas l'avoir dans la poche. Non, Interdit. parce que si tu vas aux toilettes, il y a quoi? Il y a un logiciel sur votre téléphone et vous regardez vite. Donc, tu ne peux pas avoir, Ok. même si c'est un, tu peux Alors, le. attends, je t'interromps juste un petit peu, Johan. Donc, messieurs les arbitres en France, hein, vous écoutez bien l'arbitre international Johan de Mazur. On va établir quand même quelques règles pour tout le monde. Comme ça, voilà. Donc, règle simple, les téléphones, ils sont pas dans la Donc, poche. Première règle. mais non, donc, c'est doping électronique. Bon, ok. Pas en poche, si tu l'as en poche, je demande toujours avant la compétition, ça arrive que tu entres dans la salle, tu as oublié de le laisser sur sa chambre, Hmm, sur ta chambre, bon, ça peut arriver, tu le mets sur ma table, mais éteins. d'accord. Et si c'est bon, je tiens un coup d'œil, ça va pas disparaître, et quand tu as fini ta partie, tu prends ton téléphone et tu t'en vas. Mais attention, que tu ne gênes pas les autres pendant quand tu l'allumes. Donc, mais j'ai eu un problème en Afrique, et tout le monde me regarde évidemment. Je dis, bon, 2-0, je note sur le papier. Il me regarde, je dis oui, mais j'ai pas fait exprès, j'avais oublié. Je dis oui, mais t'as pas bien écouté au début. Ben, moi, je vais te raconter une autre anecdote. Hein. Donc, dans un tournoi récent que j'ai fait, donc il y avait un arbitre et un téléphone a sonné. Et ben, en fait, l'arbitre est sorti dehors. Donc comme ça, il n'a pas eu à prendre de décision. Tu sais, un peu comme les sages africains, tu sais, pas vu, pas entendu, et je dis rien. Voilà. Bah, il a fait comme les singes, hein, donc. Ouais, ça Non, mais je c'était connais une autre histoire. très amusant. Qui m'est arrivé, c'était en 2008 en Chine, là, à Beijing, la première fois. La première semaine, donc c'était les parties normales, cadence normale, et il y avait le téléphone de Jean-Marc qui a sonné. Et j'étais pas dans la salle, il y a quelqu'un qui vient m'avertir de mes adjoints qui dit le téléphone de Jean-Marc, il a sonné. J'entre dans la salle, je reste à côté de son damier, et tout d'un coup, ça recommence. Je suis désolé Jean-Marc, mais bon, c'est fini. C'est 2-0, on a bien averti. C'est déjà là le cas en 2008. Pas de problème, mais bon, ça lui coûtait 2 points. Une partie, je ne sais pas si j'aurais gagné, peut-être qu'il aurait fait nul. Je suis désolé, mais c'est bien qu'il ne pourrait pas faire. Il avait déjà perdu une partie aux Pays-Bas, au téléphone aussi. Donc à ce moment-là, les Africains, c'était vraiment, c'était une révolution. Hein. Ils en avaient 3 en poche. Hein. Donc je ne sais pas comment ils faisaient, mais bon, on n'arrivait pas à les. Quand on prenait un de leur téléphone, ils avaient encore un autre en poche. Donc, il a perdu la partie et après, il y a le rapide. Il y a un autre arbitre, je ne peux pas dire ce qui était arbitre principal. Il, il disait, quand votre téléphone il sonne, tant que vous ne répondez pas, c'est bon. Toute la salle a commencé à rigoler, évidemment, c'est idiot. Hein. Il ne faut pas répondre. Tant que tu ne réponds pas, c'est bon. Non, mais le système, c'est que il y a des tablettes, il y a des téléphones et tout est avec des logiciels maintenant. Et donc, on dit doping électronique, donc c'est interdit. Surtout dans les grands tournois. C'est le premier grand tournoi que j'ai fait, c'est un championnat au Sénégal en 2006 pour des équipes de pays. Je ne sais pas comment ce tournoi s'appelait. Coupe des Nations. Coupe des Nations, oui, en 2006 au Sénégal, à Dakar. C'était la première fois que j'étais arbitre principal pour un grand tournoi avec des assistants. Avant, j'étais toujours le seul arbitre sur les championnats mondiaux de jeunes. Et bon, petit à petit,
accepté par les grands maîtres et j'ai jamais de problème. Je peux dire que j'ai jamais eu de problème. Bon, on a eu des disputes avec des joueurs qui ne font pas ce qu'ils doivent faire ou un joueur qui ne se comporte pas bien, mais je m'en suis toujours sorti. J'ai eu 3 fois une réclamation jury d'appel. J'ai eu 3 fois raison. Donc, ça veut dire que j'étais bien au courant des règles et que j'ai bien réagi. C'est pas toujours gai quand je donne une décision à un joueur, je peux m'imaginer que quelqu'un n'est pas content avec ma décision parce qu'il y a toujours un qui est content et l'autre n'est pas content. Mais ça ne me regarde pas. Moi, j'applique les règles. Oui, ça impose du respect, quoi. Mais pour ça, il faut que l'arbitre soit compétent. Et de petit à petit, on me demande un peu partout parce qu'on sait bien quand c'est avec moi que tout se passe bien et que je prends mes responsabilités comme arbitre. Je suis là aussi comme, disons, pour protéger les joueurs contre une organisation qui ne fait pas ce qu'il doit. À un certain moment, je passe à l'organisation et je dis, ben, ça et ça, je ne veux plus, ça doit changer parce que ce n'est pas bon pour les joueurs, etc. Comme ça, oui. Donc l'arbitre, il a aussi un rôle de transfert entre l'organisation et les joueurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai une sorte de fonction, j'ai un peu de pouvoir contre les organisateurs. J'ai jamais eu de problème quand il se passe quelque chose, c'est de temps en temps beaucoup plus facile que moi, je prends le mot au nom des joueurs pour changer des choses, pour améliorer des choses. Je n'avais jamais demandé quelque chose qui, comment dirais-je, si quelqu'un dit bah, il faut qu'on ait de la bière dans la salle, non, je suis désolé, mais ça non, hein, pas d'alcool dans la salle. Hein. Donc, à ce moment-là, je vais réagir contre les joueurs. J'ai eu déjà, mais ça dépend aussi, ça dépend de tournoi en tournoi. Il y a des tournois où il y a des gens qui amènent de l'alcool dans la salle. J'aime pas tellement et ça dépend du tournoi et ça dépend de combien de bière ils consomment. Ben, tu sais que moi j'ai connu à mes tout débuts, hein, donc il y a quand même déjà pas mal de temps, j'ai connu un joueur, bon je le nommerai pas, qui venait sur sa table, et c'est à l'époque où on fumait, hein, tu te rappelles de cette époque là, on fumait aussi, et là c'était la bouteille de whisky sur la table, et je te promets que la bouteille de whisky elle avait bien descendu. Et puis il y avait une autre fois, c'était à Parthenay, ben, c'était la première fois que je voyais le champion du monde Georgiev, il avait 12 ans. Et il jouait contre alors un adversaire que je nommerai pas non plus, mais qui avait de la bouteille, hein. Et ils avaient fini par faire match nul, mais son adversaire était dans un état éthylique avancé, hein. Et Georgiev, il avait que 12 ans, son adversaire, il avait quand même une grande expérience, donc même dans un état éthylique, il avait réussi à... Mais bon, et Georgiev avait fait nul contre un grand maître. C'était peut-être une de ses premières grandes performances en Europe. Aussi, tu as demandé Vas-y. Des anecdotes sur Schwarzman. Donc, et le soir, pour s'amuser, on faisait un 4 mains. Tu connais un 4 mains? Oui, c'est 2 joueurs qui jouent ensemble et il y en a un qui joue un coup. Oui. Et c'est un peu comme au tennis, mais évidemment, ils ne doivent pas trop communiquer. Oui. Sans communiquer même. Donc, le soir, on faisait un 4 mains, là, pour le plaisir, mais les grands maîtres qui étaient là, parce qu'il y avait pas mal d'argent en jeu, l'organisateur forçait tous les grands maîtres de participer à ce tournoi. Et ils étaient divisés dans des groupes de 16. Donc, et le 1 jouait ensemble avec le 16, le 2 avec le 15, comme ça, il y avait un peu d'égalité dans les équipes. Et Schwarzman, il jouait, ben, je vais bien nommer parce que Erwin ne va pas écouter Eslinga, c'est un Hollandais, Erwin, c'est un bon copain à moi, et il aime bien la bière. Et il supporte bien la bière, il peut en boire une dizaine sans qu'on voit, mais bon, quand même, là, ce soir-là, peut-être qu'il avait déjà dépassé le norme de 10. Les capacités cognitives sont plus les mêmes. Et même pendant les parties, ils buvaient. Donc, ils jouaient ensemble avec Schwarzman. Donc,
équipe numéro 1, le 1 de ces gens. Bon, il y avait de l'argent à gagner, évidemment, dans ce tournoi-là. Les grands maîtres, ils participaient gratuit, mais quand même, ils pourraient gagner de l'argent, et l'argent, pour eux, c'est leur vie. Hein. Alors, excuse-moi, je vais juste réexpliquer quand même la règle à quatre mains, parce que certains de nos auditeurs, ils comprennent pas forcément. Donc, on fait une partie, 2 joueurs contre 2 joueurs. Le premier joueur de l'équipe blanche joue un coup, ensuite l'équipe noire joue, mais c'est au tour ensuite du deuxième joueur de l'équipe blanche à jouer, et ils ne doivent pas communiquer. Donc si bien que quand il y en a un qui invente une combinaison, l'autre, s'il n'a pas vu la combinaison, c'est foutu, quoi. Et c'est ce qui se passait. Et je crois que ce petit film est toujours sur Internet. Tu peux le retrouver, je crois bien. Je crois que c'est toujours sur Internet. Et je crois que je l'ai vu. Et tout d'un coup, Schwarzman, il fait un coup. Et il n'y a que 2 possibilités pour l'autre choix. Donc, Schwarzman, il donne un pion. Donc, il y a le gambit d'un pion. Et l'autre, il regarde. Et il y a 2 possibilités. Ou bien il joue seulement un coup et le pion est perdu définitivement. Soit il en donne encore 2. Même si on ne voit pas la combinaison, moi, je ne voyais pas la combinaison, mais je savais bien, si je joue le coup, c'est foutu. Si je donne les 2, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça doit être ça. Donc, et Eslinga, il regarde. Et c'était 5 minutes plus quelques secondes, c'était Fischer. Et Schwarzman commençait à s'énerver parce que l'autre, il ne jouait pas. Et comme ça, et il ne pourrait rien dire. Et Schwarzman regarde son copain, il me regarde comme arbitre. Il fait signe, mais pourquoi? Je ne sais rien dire, c'est arbitre joué, je ne peux pas rien dire, moi. Et quand il y avait encore 10 secondes à la pendule, l'autre, il joue le coup simple, il fait une applique. Et Schwarzman, il éclatait. Je ne joue plus avec celui-là parce qu'ils ont perdu la partie après, donc, à cause du manque de temps, ils ont perdu. Oh, je ne veux plus jouer avec celui-là. Alors, la très belle combinaison que va voir Schwarzman sur l'erreur de Georgiev, 38-32. Alors, il faut se rappeler que c'est en blitz, hein, et que l'ambiance est plutôt très amicale dans cette rencontre, parce que c'est plutôt un amusement. Eh bien, Schwarzman voit assez vite la combinaison, il la vérifie et donne le premier pion de la combinaison. Et là, Eslinga est très perplexe et ne voit rien du tout. Alors Schwarzman commence évidemment à s'énerver parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de donner ces 2 pions. Eh bien non, Eslinga ne verra pas la combinaison et ne donnera pas les 2 pions histoire de voir ce qui va se passer. Et ça mettra un peu Schwarzman en rage. Et ce qui fera bien rire toute l'assistance. Donc la combinaison, la suite, eh bien c'est 14-19, puis 9-14. Alors c'est allé un petit peu vite, je la remontre. Donc 14-19, les blancs doivent prendre, puis 9-14, les blancs doivent prendre 2. On prend d'abord ces 3 pions-là, puis ensuite le pion 42 prend, et on arrive en 10. Une très belle combinaison, assez thématique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, oui, on a 1 heure pour faire le premier coup. Oui, mais toujours. Je ne dis pas que tu dois faire un coup. Tu dois y être à ta table. Et je dis toujours la même, et je veux bien m'annoncer à tous les joueurs qui écouteront ton mag. Si vous voulez que le jeu de dames est pris au sérieux, est-ce que tu peux t'imaginer qu'un match de foot ou de basket ou soit un autre commence à 9 joueurs contre 10 joueurs et qu'après un quart d'heure, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Ah, monsieur l'arbitre, j'étais bouchonné, j'arrive, je suis désolé, je ne pourrais pas y être au début du match. » C'est en championnat du monde en Emmen en 2015, et j'ai été arbitre principal aussi. J'ai eu 4 avertissements, c'était 4 fois un Africain qui arrivait en retard à la salle, mais j'ai été averti, la deuxième fois vous ne commencez plus à votre partie, même si c'est un championnat du monde, vous êtes averti monsieur au début. J'ai dû donner 4 avertissements,
écrite sur la table, tout le monde pourrait voir, mais j'ai eu personne qui est arrivé 2 fois en retard. Hmm. Non. Ils savent bien. Mais parce que tu appliques, tu Mais es droit et tu appliques c'est des règles nettes. c'est la règle, tu connais, ce sont les règles spéciales du tournoi. Ici, on joue ainsi. En Le, Chine, c'est tout pareil. le problème de l'arbitrage, c'est que souvent les arbitres veulent être trop gentils parce que quelque part dans le jeu de dames, eh bien voilà, on est une petite famille, donc eh bien on veut pas donner une bulle parce que le téléphone a sonné, on veut pas donner une bulle parce qu'il y a un manque de, parce que bon, allez, ça m'embête de te donner une bulle, mais du coup, ben, il y a des joueurs qui prennent des libertés et ça empoisonne un peu quelquefois les tournois quand c'est pas respecté, quand il n'y a pas un arbitre qui sait tenir la baraque. Quand tu fais ça, tu n'es pas respecté non plus. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais la prochaine fois quand tu laisses passer? Bah oui, t'es bien Ouais. embêté. Après, tu laisses passer tout le temps, ou alors sinon c'est la bronca dans la salle de tournoi. Ici, il y a des organisateurs qui n'aiment pas et qui disent, bon, on ne veut pas ça. Bah, tu choisis un autre. Hein. Il y en a suffisamment que j'ai déjà entraîné, mais ils vont dire la même chose parce que je les Ah ouais. entraîne de demander les mêmes choses. Hein. Donc, si tu devais retenir pour un jeune arbitre ou quelqu'un qui veut se former à être arbitre, si tu devais donner les règles de conduite d'un arbitre, pour toi, c'est quoi les principales attitudes de l'arbitre? Il faut être correct avec tous les joueurs et avec l'organisation. Il faut être correct. Euh, il faut être, comment dire, il ne faut pas se fâcher. Il faut rester calme surtout et réfléchir avant de décider. Parce que de temps en temps, vous dites quelque chose, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans les règles? C'est ça, ça. Donc, je ne connais pas les règles par cœur de temps en temps. Il faut que si je les connais par la plupart des règles, je les connais par cœur. Mais il y a vraiment peu de. S'il y a quelqu'un qui demande une question qui n'est pas certain, évidemment que je vais donner la solution. Par exemple, la question qu'on me pose le plus, c'est comment c'est 3 contre 1? J'allais te poser la question. C'est quoi 3 contre 1? Il y en a qui disent ah, j'ai encore combien de temps? Je dis, ah, encore 2. Quoi 2? Hein? Oui, mais tu joues déjà depuis 15 ou 14 coups, tu joues déjà avec une dame plus 2 pions. Ah, je croyais qu'il fallait avoir 3 dames. Désolé, mais tu as encore 2 coups pour gagner. Ça peut arriver, mais je ne vais pas dire à un joueur avant qu'il faut faire attention. Hein. À partir de maintenant, tu as encore 16 ans. Mais s'il me demande l'information, je vais lui donner. Hein. Alors là, parce que ça c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas cette règle-là. Donc, Oui. dès qu'un joueur a 3 pièces, et qu'il est en majorité par rapport à son adversaire, à partir du moment où il n'a plus que 3 pièces, il n'a droit qu'à combien de coups? C'est-à-dire 3 pièces, ça dépend. Une dame et 2 pièces. Oui, par exemple, une dame et 2 pièces. C'est 3 pions contre un pion, on continue jusqu'à c'est fini. Hein. 3 contre 1, c'est une dame hein, contre une dame et 2 pions, ou une dame contre 2 dames et un pion, ou une dame contre 3 dames. Ça peut arriver. Hein. Après un pionnage, qu'on est dans un système de 3 contre 1, hein, en 4 contre 2. Oui, mais le décompte des coups restants pour gagner, c'est dès qu'on a, par exemple, une dame et 2 pièces, une dame et 2 pions, ça commence à compter. Oui, contre une dame, oui. Dès que vous avez cette position-là, les deux ont encore 16 coups. 16 temps, c'est 16 temps du début. D'accord. Et si l'adversaire qui perd, en fait, n'a pas compté, tant pis pour lui. C'est-à-dire, imagine, c'est au 17e temps qu'il perd sa dame. On est obligé de noter. Oui, mais est-ce qu'après coup, il pourrait dire, bah, tiens, il y a eu plus de 15 coups, est-ce qu'il pourrait annuler la victoire de son adversaire? Si par exemple, ça c'est une particularité de l'arbitre, le droit et le devoir de l'arbitre. Si je ne peux pas être partout dans la salle,
quand j'ai 140 joueurs, il y a une chose qui s'arrive à un damier où ils sont 3 contre 1 et j'ai pas vu. Mais je ne suis pas toujours à ma table d'arbitre. Un arbitre doit vérifier tous ses damiers. Donc, je fais un tour dans la salle, je regarde les damiers où il y a des possibilités que j'arrive dans un 3 contre 1 ou une situation où on joue qu'avec des dames pendant 25 coups, toutes les choses, les particularités des nuls officiels à la fin. Donc je regarde s'il y a une possibilité. Et c'est ces damiers que je tiens un coup d'œil supplémentaire. J'essaie d'y être au moment que ça arrive pour être certain de quel moment je dois compter ou je dois vérifier les coups. Mais ça peut arriver que je n'ai pas vu. Et ils ont joué, ils ne connaissent pas tellement les règles. Et après 19 temps, un des deux a gagné. Il me donne le résultat 2-0. Quand je vois cette partie et j'aperçois comme arbitre qu'ils ont joué 19 coups, eh bien, je change le résultat en nul. Ah, Parce donc que l'arbitre, il a... la partie est finie. Le devoir de l'arbitre, c'est de finir cette partie. Ça, c'est officiel. Donc, je devais finir la partie après 16 temps. À ce moment-là, c'était nul. Et bien, le résultat de cette partie, c'est nul. Ah, donc c'est arrivé d'un collègue à moi à UFA, finale ou championnat du monde à UFA. C'est arrivé là-bas que l'arbitre a changé un résultat en 1-1. D'accord. Ça, c'est possible. Ce sont les choses. Mais tu te rappelles de l'année? Non. Non. C'était à UFA, donc championnat du monde. Donc, de quoi on parle? 2013, 2011. Donc, en 15, c'était Emmen. Peut-être que c'était en 13. C'était UFA, d'accord, mais je retrouverai. Je retrouverai. Donc là, il y a eu un petit problème avec ça. Mais bon, c'est officiel, l'arbitre, c'est le devoir de l'arbitre. D'accord, bah tu vois, moi je pensais que ça couvrait la partie, la faute, en fait, si elle n'avait pas été détectée par le joueur qui connaît pas le règlement, bah tant pis pour lui. Alors non, tu as autorité pour changer la partie, le résultat. Si par exemple quelqu'un perd à la pendule, et je vois que le temps à la pendule a coulé, j'arrête la partie. Un visiteur ne peut pas dire tu as perdu à la pendule. Ah oui, d'accord. Mais moi, j'arrête la partie quand je vois. D'accord, donc tu as... Donc il y a des devoirs de l'arbitre. C'est ça, il y a du travail pour un arbitre dans une salle. Il faut être à votre qui-vive tout le temps. Hein. D'accord, donc ça c'est une bonne leçon pour les... Je vois qui sont tout le temps derrière leur ordinateur. Moi, je suis souvent derrière mon ordinateur parce que ma chaise est là. Et quand je suis là, ici, il y a des damiers électroniques. Mon écran, c'est sur les damiers électroniques. Moi, je suis très content, tu vois, que le MAG, aujourd'hui, ça soit, toi, Johan de Mazur, arbitre international, parce que c'est très intéressant, ça fait vraiment partie intégrante du jeu de dames, et les joueurs méconnaissent un peu ces règles-là, et ça va servir peut-être à faire comprendre aux joueurs qui arbitrent, hein, bon, on a des arbitres nationaux, et puis il y a des arbitres de ton envergure, ça permet d'avoir une autorité qui fait foi et qui explique en fait des règles qui souvent sont pas appliquées parce que simplement méconnues, y compris de ceux qui se disent arbitres. Donc tu nous dis qu'un arbitre, il doit être présent, il doit vérifier les feuilles de match après coup, et il peut même changer le résultat en accord avec les règlements. Ouais, tu vois, moi je ne savais pas qu'on pouvait changer un résultat après signature des joueurs sur une feuille. Oui, mais si les joueurs signent, ils ont joué 39 coups, ils ont signé, qu'est-ce que vous faites? Ils ont signé 1-1. Tu fais quoi dans ce cas-là? 0-0. Ah, c'est 2-0. Eh ben voilà. 0-0. 0-0. Oui, enfin oui, 0-0. Jouer 40 coups, si on ne joue que 39 coups. Ouais. Facile. Tout le monde a le droit de jouer que 39 coups.
Je ne les force pas de jouer 39 coups. Ils savent bien, c'est aussi dit au début, c'est pour ça qu'il y a toujours une réunion technique avant le début d'un grand tournoi, où on répète les règles, où doivent faire attention, comme j'ai dit, interdiction des portables, ce qui va arriver quand ça sonne et tout, quand même, c'est ce qu'ils n'ont pas bien écouté, et bon, voilà. Et je leur dis franchement, ça va, si vous arrivez en retard, comme j'ai déjà dit, toutes ces choses-là, mais ça dépend de tournoi en tournoi et ce que les organisateurs ils veulent. Eh bien, Johan, moi j'ai été très heureux de t'accueillir dans ce MAC. Tu nous as appris des petits points qui, pour toi, sont certainement des petits points d'arbitrage, mais je pense que c'était des points qui étaient méconnus des joueurs. Tu nous as montré toute ton expérience, une expérience très riche. Et j'ai vraiment été ravi de t'avoir pour invité dans ce MAC. Merci d'avoir invité Monsieur l'arbitre international. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'être content et je suis aussi content d'être invité dans votre MAG parce que de temps en temps on parle que des joueurs. C'est bon de parler aussi une fois des organisateurs, des gens qui travaillent autour pour faire les moyens aux joueurs de jouer. Parce que oui. Le jeu de dames est un tout. Il y a les formateurs, il y a les joueurs, il y a les arbitres, il y a les organisateurs. Sans eux, eh bien, le jeu de dames, il n'existe pas. Évidemment. Mais écoute, bonne année à toi, Johan. Et puis à bientôt sur un tournoi international. À bientôt pour un prochain tournoi international et un de tes arbitrages. Salut, Johan. Félicitations avec votre idée de créer le MAG. Hein. Et une bonne continuation à ça. Merci. Merci, Johan. Salut. Salut. Hein. Voilà, le jeu de dames, le MAG est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en la compagnie très intéressante de Johan, un arbitre international très respecté et réclamé par les organisateurs de tournois internationaux dans le monde entier. Voilà, quand vous jouerez, vous aurez une pensée pour les arbitres et leur travail quelquefois difficile et quelquefois ingrat, mais ce sont des personnages essentiels au roulage du jeu de dames international. A bientôt pour un prochain MAG. Salut!